Ce médecin vous expliquera étape par étape comment activer le troisième œil, prouvant scientifiquement qu'il est réel et n'est pas un mythe. Vous apprendrez également comment déplacer le liquide céphalo-rachidien et bien plus encore. Cette vidéo répond à de nombreuses questions, alors attachez vos ceintures et plongeons-nous dans le vif du sujet. Dans votre cerveau, il existe des ventricules remplis de liquide, des cavités situées au centre de votre cerveau, au même endroit que votre troisième œil, au centre de votre front. Il existe une cavité appelée troisième ventricule. Le troisième ventricule est un espace médian. Il est délimité par l'hypophyse à l'avant, la glande pinéale à l'arrière et le thalamus et l'hypothalamus sur les côtés. L'espace entre ces structures a été appelé le palais de cristal par les taoïstes ou la grotte de Brahma dans certaines traditions yogiques hindoues. Cet espace est rempli de liquide, le liquide céphalo-rachidien. Ce que le docteur Maro Zapatera vient de mentionner est un composant essentiel du corps humain, connu sous le nom de LCR, ou liquide céphalo-rachidien. Ce liquide remarquable joue un rôle crucial dans le fonctionnement de notre système nerveux. Approfondissons ce qu'est le liquide céphalo-rachidien et son importance. Le liquide céphalo-rachidien est un liquide clair et incolore qui sert d'agent protecteur et nourricier pour le cerveau et la moelle épinière. Présent dans les ventricules cérébraux, que l'on peut visualiser comme des cavités, comme le montre ce modèle. Il joue un rôle essentiel dans la protection de ces zones critiques. Ce liquide ne se limite pas à l'intérieur du cerveau, il baigne également la surface externe du cerveau, offrant ainsi une couche de protection supplémentaire. Son parcours ne s'arrête pas là. Le liquide céphalo-rachidien poursuit son chemin vers le bas de la moelle épinière, s'écoulant à travers le canal central et baignant également la surface externe de la moelle épinière. Ce flux continu garantit que le cerveau et la moelle épinière sont constamment entourés de ce liquide protecteur. Il est intéressant de noter que le corps humain contient environ 150 ml de liquide céphalo-rachidien à tout moment. Ce liquide n'est pas stagnant, il est continuellement renouvelé, avec un renouvellement complet environ 3 à 4 fois par jour. Cela équivaut à une production quotidienne de 450 à 600 ml de liquide céphalo-rachidien par le corps. En termes plus simples, notre corps génère chaque jour environ un demi-litre de ce liquide essentiel, ce qui souligne son importance pour le maintien de la santé et du fonctionnement de notre système nerveux central. Revenons maintenant à la présentation du docteur Zapatera. Au fur et à mesure que nous avancerons, tout commencera à s'assembler, offrant une compréhension plus claire du troisième œil et de la glande pinéale, ainsi que de leur fonctionnement complexe. Ce que vous voyez ici est une vue sagittale ou latérale d'une IRM d'un être humain adulte. Le liquide céphalo-rachidien est coloré en rouge. Sur cette image, vous pouvez voir comment il baigne toute la partie externe du cerveau, ainsi que les espaces internes et toute la partie externe de la moelle épinière. Notre système nerveux central flotte et est baigné par le LCR. Il est intéressant de noter que la moelle épinière se termine au niveau de la deuxième vertèbre lombaire, mais que le LCR descend jusqu'au sacrum. Il est important de savoir que le système nerveux central humain est remarquablement suspendu dans une colonne de liquide, alors que la masse réelle du cerveau varie entre 1400 et 1500 grammes. Son poids effectif, lorsqu'il est immergé dans le liquide céphalo-rachidien, est considérablement réduit, passant à environ 25 à 50 grammes. Cela montre que l'ensemble du système nerveux central flotte essentiellement dans ce liquide.
Il existe une colonne centrale de liquide alignée avec la structure médiane du corps qui assure cette suspension et ce soutien unique. Mais d'où vient ce liquide? Eh bien, cette petite tache noire au milieu de l'image, c'est vous. C'était vous, sous forme d'embryon. Vous pouvez voir au-dessus le liquide amniotique. En dessous, vous pouvez voir le sac vitellin. Et tout autour, vous pouvez voir le liquide chorionique. Regardez comment vous vous développez essentiellement entouré de liquide, enfermé dans du liquide et totalement soutenu par du liquide. Vous êtes organisé et créé avec du liquide. Alors, d'où provient le liquide céphalo-rachidien? Il est intéressant de noter qu'il est dérivé du liquide amniotique par un processus appelé neurulation. Au stade embryonnaire, nous commençons par une simple couche de cellules, comme le montre l'image. Au sein de cette couche, il existe une zone spécifique appelée plaque neurale, qui est un groupe de cellules qui subissent un processus d'invagination et de neurulation. Au cours de ce processus, la plaque neurale se replie vers l'intérieur, créant ce que l'on appelle les rainures neurales et les plis neuraux. Ces plis finissent par fusionner. La plaque neurale est entourée de liquide amniotique qui joue un rôle crucial dans cette phase de développement. À mesure que la plaque neurale subit une invagination, les plis se soulèvent et finissent par fusionner, transformant ainsi la zone centrale. Cette zone centrale, qui faisait autrefois partie du liquide amniotique externe, devient progressivement ce que nous appelons le liquide céphalo-rachidien. Ainsi, le liquide céphalo-rachidien provient en réalité du liquide amniotique pendant notre développement embryonnaire. C'est un concept fascinant. Notre cerveau et notre moelle épinière ne sont pas seulement organisés autour du liquide, mais sont également baignés dans celui-ci au départ, ce qui souligne le rôle essentiel du liquide dès le début de notre développement. Au départ, votre cerveau embryonnaire est une vésicule creuse remplie de liquide, avec du liquide céphalo-rachidien à l'intérieur du tube et du liquide amniotique à l'extérieur. Au fur et à mesure de votre développement, le cerveau et la moelle épinière grossissent et se différencient, et le liquide céphalo-rachidien continue de baigner l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble de votre système nerveux central. Imaginez-vous donc comme un minuscule embryon au tout début de votre développement. Lorsque vous commencez à prendre conscience, vous êtes enveloppé dans ce liquide primitif dans le ventre de votre mère. Ce voyage commence avec le liquide amniotique qui se transforme progressivement en liquide céphalo-rachidien. À l'intérieur de vous, ce liquide joue un rôle vital, baignant l'ensemble de votre système nerveux central. Il englobe les zones internes et externes de votre cerveau et parcourt toute la longueur de votre moelle épinière jusqu'à votre sacrum. De plus, il s'écoule dans un canal creux central situé à l'intérieur de votre moelle épinière. La présence de ce liquide dans tout votre système nerveux central témoigne de son importance fondamentale dès les premiers stades du développement. Il est très important de comprendre cela et tout deviendra clair dans un instant. Voici une coupe transversale de la tête d'un embryon humain à 8 semaines de développement. Vous voyez ici le cerveau en développement. Il y a une structure fine au sommet. Je ne savais pas ce qu'était cette structure en forme de chou-fleur qui semblait flotter dans l'espace, alors j'ai demandé à mon collègue, qui m'a répondu qu'il s'agissait du plexus choroïde. Si le plexus choroïde produit le LCR, et si la structure qui produit le LCR est aussi grande, alors le LCR doit avoir un rôle important. Essentiellement, tout notre système nerveux en développement baigne dans le liquide céphalo-rachidien que vous voyez en bleu. Martin Marzullo, directeur du Heart Mind Institute,
partage une perspective perspicace sur le liquide céphalorachidien. Il explique que, bien que le LCR ne soit pas la cause directe de l'énergie Kundalini, il sert de vecteur crucial à cette énergie lorsqu'elle circule dans le corps. Cette idée est reprise par le Dr Randolph Stone, fondateur de la Polarity Therapy, un système de soins de santé holistique. Le Dr Stone a 2 citations notables à ce sujet. Il affirme que l'âme nage dans le liquide céphalorachidien, suggérant un lien profond entre notre essence spirituelle et ce liquide. De plus, il observe que le liquide céphalorachidien semble fonctionner à la fois comme un réservoir et un conduit pour l'énergie ultrasonique et lumineuse. De même, le Dr Sutherland a partagé ses idées, s'appuyant sur les réflexions du Dr Andrew Taylor Still, qui avait une vision unique du liquide céphalorachidien. Le Dr Still considérait le LCR comme un intermédiaire dans le flux de l'intelligence divine, canalisant la création dans des segments embryologiques et leur insufflant la vie, la forme, la fonction et l'ordre. Cette perspective présente le LCR comme plus qu'une simple substance physique. Il est considéré comme un fluide imprégné d'intelligence et capable de façonner notre existence. De plus, le LCR serait un récepteur et un transmetteur sensible d'énergie, de vibrations et d'informations. Ce concept est similaire à la façon dont les remèdes floraux démontrent la capacité de l'eau à absorber, stocker et transmettre les énergies végétales. Dans le même ordre d'idées, les travaux du Dr Masaru Emoto ont montré que l'eau pouvait retenir l'énergie des mots. Ainsi, le liquide céphalorachidien pourrait également avoir la capacité d'absorber, de stocker et de transmettre l'essence de la source, nous permettant ainsi de faire l'expérience et d'être conscient de notre être. Comme je l'ai mentionné, le liquide céphalorachidien recouvre toute la surface externe du cerveau. Voyons où le liquide céphalorachidien est stocké à l'intérieur du cerveau, en nous laissant guider par sa structure. Il est stocké dans ce qu'on appelle les ventricules du cerveau. Ce sont des espaces remplis de liquide. À gauche, vous voyez une image du cerveau comme s'il vous regardait. Le bleu correspond à l'endroit où se trouve le liquide céphalorachidien. À droite, vous voyez une image du cerveau sur le côté, comme s'il regardait vers la gauche. Ce sont les ventricules tels qu'ils apparaissent à l'intérieur du cerveau. Pourquoi les ventricules du cerveau ont-ils cette forme ? Pourquoi le ventricule latéral est-il en contact avec le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal du cerveau? Pourquoi la corne postérieure du ventricule latéral doit-elle envoyer une projection pour entrer en contact avec les zones visuelles du cerveau? Regardez le 3e ventricule au milieu. Il s'agit d'un espace médian. Pourquoi le 3e ventricule a-t-il ces 2 becs, l'un en contact avec l'hypophyse et l'autre avec la glande pinéale? C'est comme s'il devait entrer en contact avec ces glandes essentielles. Laissons donc la structure nous guider dans la compréhension de sa fonction. À quoi ressemblent les cellules qui sont en contact avec le LCR? Voici une image au microscope électronique à balayage de la paroi du ventricule, c'est-à-dire l'intérieur du ventricule en contact avec le LCR. On constate que les parois des ventricules en contact avec le LCR sont dotées de cils ou de structures fines ressemblant à des poils. Les cils peuvent battre pour créer des mouvements fluides. Ils sont également comme de petites antennes qui surveillent le liquide, avec des récepteurs qui captent les informations contenues dans le liquide céphalorachidien. Quels sont donc les récepteurs présents sur ces cellules? Il y a des photorécepteurs qui transmettent la lumière.
Il y a des chimiorécepteurs qui transmettent des informations provenant des facteurs de croissance, des ions et des hormones. Il y a des mécanorécepteurs qui transmettent des informations provenant du flux, du mouvement et des vibrations. Le LCR peut donc transmettre des informations provenant de la lumière, des vibrations, des mouvements et des molécules. Pour mieux comprendre, examinons deux molécules importantes présentes dans le liquide céphalorachidien, la mélatonine et le DMT, toutes deux dérivées du tryptophane. On pense que ces molécules sont libérées par la glande pinéale dans le LCR. La mélatonine joue un rôle clé dans la régulation de nos cycles veille-sommeil et de nos rythmes circadiens. Le DMT, que l'on trouve couramment dans diverses plantes, est souvent utilisé dans les rituels chamaniques pour ses puissants effets psychédéliques qui peuvent induire des expériences mystiques et proches de la mort. La fonction endogène exacte du DMT dans le corps humain fait encore l'objet de recherches. Des études récentes ont indiqué que le DMT est produit dans la glande pinéale, le plexus choroïde et le cerveau. Il est intéressant de noter que ces niveaux ont été observés comme augmentant dans le cortex visuel des rats pendant un arrêt cardiaque, ce qui a conduit à des hypothèses sur son rôle potentiel dans les expériences de mort imminente. Imaginons alors le LCR comme un canal de transmission d'informations. Lorsqu'une substance telle que la mélatonine ou le DMT est libérée dans le LCR, elle peut rapidement disperser le signal dans différentes parties du cerveau simultanément. Cette transmission se produit sans avoir besoin de synapses, ce qui permet une synchronisation totale des informations. Ce processus peut impliquer non seulement des molécules comme la mélatonine ou le DMT, mais aussi des facteurs de croissance essentiels au développement ou à la santé du cerveau, voire des fréquences et des vibrations qui contribuent à notre sentiment de connexion à une source d'énergie supérieure. Mon hypothèse est que le réveil biologique de la Kundalini correspond à la montée de l'énergie sacrée du sacrum vers la tête à travers le liquide céphalorachidien. Examinons cela de plus près. Dans la théorie yogique, la Kundalini est une énergie primitive située à la base de la colonne vertébrale, que certains situent dans le sacrum, comme un serpent endormi attendant d'être réveillé. Grâce à la pratique du yoga, la Kundalini est réveillée et remonte physiquement le long d'un canal central, le Sushumna, pour atteindre le troisième œil, puis le chakra couronne, afin que l'éveil se produise. Le LCR pourrait-il être un transporteur de cette énergie primitive? Examinons quelques aspects anatomiques. Le sacrum est un grand os triangulaire situé à la base de la colonne vertébrale. Le mot vient du latin os sacrum, qui signifie os sacré. L'extrémité de la moelle épinière se trouve approximativement au niveau de la vertèbre L2, et le LCR descend jusqu'au niveau sacré 2 ou 3. Il est intéressant de noter qu'il existe un filament appelé filum terminal, qui descend du bas de la moelle épinière jusqu'au coccyx. Rappelez-vous que la moelle épinière contient un canal rempli de liquide qui remonte jusqu'au troisième ventricule. Certaines personnes affirment qu'il existe une petite fibre dans le canal central de la moelle épinière, composée de protéines condensées du LCR, qui va jusqu'à la glande pinéale, appelée fibre de Reisner. Swami Vivekananda, un yogi et enseignant vénéré, offre des aperçus profonds sur la compréhension yogique du corps humain. Il explique que, selon les yogis, il existe 2 courants nerveux dans la colonne vertébrale, appelés Pingala et Ida, ainsi qu'un canal creux appelé Sushumna, qui traverse la moelle épinière. À l'extrémité inférieure de ce canal creux se trouve ce que les yogis appellent le lotus de la Kundalini. Ils le décrivent comme une forme triangulaire dans laquelle, dans le langage symbolique des yogis, se trouve une puissance appelée Kundalini, enroulée sur elle-même.
Lorsque cette Kundalini s'éveille, elle tente de se frayer un passage à travers ce canal creux, et à mesure qu'elle s'élève étape par étape, les couches successives de l'esprit s'ouvrent, et toutes sortes de visions et de pouvoirs merveilleux viennent au yogi. Quand elle atteint le cerveau, le yogi est parfaitement détaché du corps et de l'esprit, et l'âme se retrouve libre. La gauche est l'Ida, la droite est Pingala, et ce canal creux qui traverse le centre de la moelle épinière est le Sushumna. À l'endroit où la moelle épinière se termine dans certaines vertèbres lombaires, une fine fibre descend, et le canal remonte même à l'intérieur de cette fibre. Mais il est beaucoup plus fin. Le canal est fermé à son extrémité inférieure, situé près de ce qu'on appelle le plexus sacré. Vivekananda mentionne l'Ida, le Pingala et le Sushumna, qui sont considérés comme les trois principaux nadis dans la tradition yogique. Le terme nadi vient du tamoul, où il signifie nerf, vaisseau sanguin ou poule, et du sanskrit, où il signifie canal, courant ou flux. Dans ce contexte, Ida est situé à gauche de la colonne vertébrale, Pingala à droite, et Sushumna longe le centre de la moelle épinière. Dans certaines illustrations, Ida et Pingala sont représentés comme s'entrelaçant autour de Sushumna, selon un motif hélicoïdal, se croisant à des points qui correspondent aux chakras du corps. Ce système complexe met en évidence un lien profond entre notre corps physique et notre corps énergétique subtil, tel qu'il est compris dans la philosophie yogique. Pour moi, Ida et Pingala représentent les glandes pinéales et pituitaires, avec Sushumna qui remonte du centre de la colonne vertébrale, dans le tube rempli de liquide céphalo-rachidien, tous se rejoignant au troisième ventricule, l'espace rayonnant rempli de liquide au milieu de notre tête, le palais de cristal, la caverne de Brahma. C'est l'espace où le mariage des énergies yin et yang de la glande pinéale et de l'hypophyse vient former une harmonie parfaite. Je crois que c'est là que naît le « je suis » sous sa forme physique. Là où, grâce à la dispersion de l'énergie dans le liquide, tout notre cerveau est simultanément baigné de l'énergie différenciée provenant de la source, ce qui nous procure une expérience et une conscience synchronisée et unifiée de notre véritable essence. Mais cela nous amène à une question importante. Comment fait-on bouger le LCR? Qu'est-ce qui provoque le mouvement du LCR? Beaucoup de gens m'ont posé cette question. Mes théories, en plus de celles que nous allons développer, sont les suivantes. Toute activité parasympathique telle que le repos, la méditation, la thérapie crânio-sacrale, le massage, les mouvements tels que la danse, l'exercice physique, le yoga, les vibrations telles que le son et la lumière, l'intention visualisée et l'amour. Alors, qu'est-ce qui provoque le mouvement du LCR? D'après ce que les recherches ont montré, il a été démontré que le sommeil fait circuler le liquide céphalo-rachidien à travers les tissus cérébraux. Il a également été démontré que les battements cardiaques déplacent le liquide céphalo-rachidien. Cependant, l'un des principaux moteurs du mouvement du LCR est notre respiration. Voici une image IRM du cerveau. Sur l'image D, vous voyez une vue agrandie du troisième ventricule. Voici une série d'images illustrant le flux du LCR, qui est le point lumineux que vous voyez entrer dans le troisième ventricule lors d'une inspiration forcée. Cela représente une inspiration d'une durée de 2,5 secondes. Cela se passe donc comme suit. L'inspiration pousse le LCR dans le troisième ventricule, la cavité de Brahma, l'espace rempli de liquide situé au centre du cerveau. Voici un schéma du flux du LCR pendant la respiration forcée à chaque niveau de la colonne vertébrale. Les barres au-dessus de la ligne indiquent un mouvement vers la tête, et les barres en dessous de la ligne
indiquent un mouvement vers le sacrum. En rouge, l'inspiration forcée. En bleu, l'expiration forcée. Les barres rouges montrent que l'inspiration forcée entraîne un flux ascendant du LCR à tous les niveaux de la colonne vertébrale qui ont été testés. Les barres bleues montrent que l'expiration forcée entraîne un flux descendant uniquement dans les régions médianes et inférieures de la moelle épinière. Le nombre de recherches établissant un lien entre la respiration et l'activité cérébrale est vraiment étonnant. Des découvertes récentes ont révélé que notre respiration peut influencer activement le flux du liquide céphalo-rachidien. Pensez aux différentes pratiques respiratoires, la respiration holotropique, la méthode Wim Hof, le pranayama, ou même simplement les exercices de respiration profonde visant à la relaxation. Imaginez maintenant comment chaque respiration que vous prenez pourrait faire circuler activement le LCR dans votre colonne vertébrale et votre cerveau. Ce concept ouvre des possibilités passionnantes, telles que l'idée d'une conscience cosmique se répandant dans tout votre être, synchronisée avec le mouvement de ce liquide céphalo-rachidien vital. Notre système nerveux central existe dans une colonne entière de liquide. Ce liquide peut être un intermédiaire entre l'infini et le fini, une condensation d'une forme d'énergie moins condensée. Respiration après respiration, nous pouvons créer un rythme dans le liquide, un processus ondulatoire avec des oscillations. Cela a la capacité d'apporter des vibrations et des fréquences énergétiques au fluide, qui peuvent transmettre les rythmes de la vie et les rythmes de l'infini. Sur le plan évolutif, le système LCR a évolué comme un moyen de recevoir des signaux et de transmettre des informations. Notre LCR ancestral est l'eau de mer. Connectez-vous donc au fluide qui vous entourait lorsque vous étiez un embryon, au fluide qui baigne actuellement l'intérieur et l'extérieur de tout votre système nerveux central, à tout le fluide de tous les océans qui ont jamais existé dans l'histoire. Le fluide baigne l'intérieur et l'extérieur de votre cerveau et de votre colonne vertébrale. Imaginez qu'il s'agit d'un véhicule parfait pour transmettre des informations au cerveau, qu'il s'agisse de mélatonine pour nous aider à dormir, de DMT pour élargir notre conscience, ou d'un conducteur fluide de l'énergie source vers notre corps physique pour transmettre l'expérience du « je suis ». Notre être est également un véhicule de la conscience cosmique, cette conscience de l'esprit universel et de notre unité avec lui. En conclusion, nous sommes profondément reconnaissants au Dr Mauro Zapatera pour ses découvertes et ses contributions éclairantes dans le domaine de la recherche sur le liquide céphalo-rachidien. Ces idées nous ont non seulement éclairés, mais ont également ouvert de nouvelles perspectives de compréhension de ce fluide vital. Le parcours du LCR, depuis ses origines embryonnaires jusqu'à ses rôles multiples à l'âge adulte, souligne son importance profonde dans nos fonctions corporelles, et peut-être même dans nos expériences spirituelles, en tant que milieu qui nourrit et protège notre système nerveux central et qui sert potentiellement de conduit pour les énergies supérieures de la conscience. Le LCR comble le fossé entre les aspects tangibles et intangibles de notre existence. Il est clair que le LCR est bien plus qu'un simple fluide protecteur. C'est un élément vital de notre être, indispensable à notre santé physique et à notre bien-être spirituel. L'exploration de ses rôles et de ses fonctions, grandement facilitée par les travaux du Dr Zapatera, ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension du corps humain et de la conscience. En appréciant les travaux du Dr Zapatera, nous reconnaissons l'importance de la recherche et de l'étude continue de cet aspect fascinant de la physiologie humaine. Comment exploiter et comprendre tout le potentiel de ce fluide incroyable?
C'est le défi et l'opportunité qui nous attendent dans les domaines de la médecine, de la science et de la spiritualité. Merci, Dr Zapatera, de nous avoir éclairés et aidés à apprendre quelque chose de nouveau. Vos travaux ont véritablement amélioré notre compréhension du rôle essentiel du liquide céphalo-rachidien dans notre voyage du fini vers l'infini. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du liquide céphalo-rachidien et de sa place essentielle dans nos vies.